Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, conjoncture selon Banque El Maghreb et crypto-monnaie. En première partie de l'émission, nous analyserons en compagnie de nos spécialistes les principales annonces du Wali de Banque El Maghreb sur l'année en cours. Croissance très maigre, 0,7%, en raison bien sûr de la sécheresse, mais pas que, avec une production céréalière qui ne dépasse pas les 25 millions de quintaux, soit un rendement moyen de 3 quintaux seulement à l'hectare. Un niveau inédit et surtout loin, très loin des prévisions contenues dans la loi de finances qui tablait sur 80 millions de quintaux de production céréalière. Et puis un autre record, celui de l'inflation qui frôle désormais les 5%, en tout cas pour l'année toujours de 2022, bien que cela ou plutôt été prévisible en raison du contexte international tendu aussi. La Banque centrale maintient son taux directeur inchangé. Dans le même registre, cette fois, la note mensuelle relative au mois de mars publiée par la Direction des études et prévisions financières, la DEPF, estime pour sa part que sur le plan de la demande intérieure, la consommation des ménages devrait maintenir une tendance positive, allant même jusqu'à prédire un comportement globalement favorable des principaux baromètres des revenus. Comment faut-il interpréter ces annonces, surtout du côté de l'exécutif? Quelles sont les mesures à sa portée et qui devraient alléger cette hausse des prix sur le citoyen? Nous y répondrons dans quelques instants. Retrouvez en seconde partie de l'émission un sujet qui taraude nombre d'investisseurs en crypto-monnaie en ce moment, notamment en Bitcoin. Comment atténuer le risque d'investissement et comment revoir le cadre réglementaire pour aller dans le sens de la tendance ultra-haussière d'utilisation des crypto-monnaies chez nous au Maroc. Deux experts seront avec nous, donc ce sera en seconde partie d'émission. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir mes invités pour parler conjoncture. Professeur Zakaria Firano, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Merci de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Merci à vous. Également sur le plateau, Mroul Qaïs Talha Jibril, analyste en politique publique et en investissement en crypto-monnaie. Bonsoir Mroul Qaïs Talha Jibril. Bonsoir, merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous d'accepter notre invitation. Alors on va commencer bien sûr par ce taux de croissance annoncé pour 2022 par Banque El Maghreb, 0,7%. C'est bien loin des projections, même des projections des 1,5% qui dataient de décembre dernier. Donc en quelques mois, cela a été divisé par 2. Que signifie cela concrètement, professeur Firano? Et quel impact aujourd'hui sur le budget de l'État? Concrètement, ça veut dire que nous avons raté notre cible de croissance en matière de PIB agricole. Donc là, on table sur une régression de 19% de la production ou de la valeur ajoutée du secteur agricole. Et donc ça, c'est clair pour tout le monde. Nous avons un problème par rapport à la pluviométrie et aussi par rapport à la production céréalière qui sera, attendue par rapport à l'année 2022. Et ça a été sifflé dans les agrégats qui ont été annoncés par le gouverneur, le Wali de Banque El Maghreb, lorsqu'il a dit simplement que nous allons avoir uniquement 25 millions de quintaux, chose qui est record par rapport au Maroc. Donc on est dans une situation qui est en deçà de la moyenne. Donc on tablait à peu près sur 70-80 en termes de moyenne de production céréalière. Aujourd'hui à 25, je pense que c'est un record à la baisse. Et donc, ça va entraîner en quelque sorte une dégradation de la croissance globale. Sachant qu'il faut rajouter ça, c'est très important, c'est que la valeur ajoutée non agricole, elle va maintenir sa tendance. Voilà, un train haussier. Donc, il y aura une augmentation, je pense, en moyenne aux alentours de 3%, mais ça ne permettra pas de faire drainer un peu la croissance globale. Bon, pourquoi? Parce que nous savons que la contribution du secteur agricole sur le plan, je dirais, de la valeur ajoutée est faible, mais aussi en termes de volatilité, elle est très importante. Lorsque nous avons une dégradation ou une augmentation massive de la valeur ajoutée agricole, et je parle ici en termes de volatilité, ça impacte de façon significative la croissance. Et donc là, certainement, on le dit toujours, aujourd'hui, on est dans une tendance de déconnexion entre le secteur agricole et la valeur ajoutée globale, donc le PIB globalement, mais en termes de volatilité, dès qu'il y a un scénario qui dépasse la moyenne, je dirais à la hausse ou à la baisse, par rapport à la valeur ajoutée agricole, donc automatiquement, ça a un impact très significatif sur la croissance globale. Bon, pourquoi ça se passe comme ça dans l'économie? Bon, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, le secteur agricole contribue dans l'emploi, donc il y a 40% d'emplois qui est dans le secteur agricole. Il y a également les autres secteurs, je dirais le secteur primaire et le secteur secondaire qui en quelque sorte ils sont en attachement avec ce qui se passe dans le secteur agricole. Et donc automatiquement, s'il y a une... Vous voulez dire secondaire et tertiaire, parce que le primaire c'est l'agricole.
Oui, j'ai dit non. Il y a le secteur agricole, donc il y a le secteur agricole, je dirais, pour vital, ça veut dire pour les agriculteurs, pour la vie. Il y a aussi ceux qui font de la transformation dans le secteur. Le commerce aussi. Voilà, dans le commerce aussi, bon, de tertiaire, je dirais, dans tous les secteurs sont attachés de façon indirecte. Je dirais, il y a un effet de contagion entre le secteur agricole et les autres secteurs qui sont rattachés. Donc ça va de soi que nous aurons ce taux de croissance prévu de 0,7%. Et je rappelle que tous les scénarios les plus négatifs en la matière en termes de croissance était aux alentours de entre 2 et 3%. Donc aujourd'hui, on est à 0,7%. C'est les prévisions de Banque al-Maghrib dont j'ai totalement confiance parce que je connais un peu la machine analytique qui permet de produire ces chiffres-là. Et donc là, il faut s'attendre à une année un peu difficile et j'espère que ce soit uniquement l'année 2022, que ce ne sera pas aussi pour l'année 2023. C'est ce qui a été aussi prévu pour l'année 2023, qu'il allait y avoir un rebond de plus de 4%. Oui, c'est ça. En tout cas, ce que vous dites est très intéressant. On l'espère, bien sûr. Voilà. Bien que dans les projections de Banque al-Maghrib, cela devrait être conjoncturel et à court terme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Monsieur Louali était vraiment dans une situation, dans son speech, il était dans l'incertitude. Et ça se voyait un peu dans son gestuel, dans sa façon de parler. Il n'était pas très confiant par rapport à 2023. Il était aussi très méfiant par rapport à 2022. Et l'incertitude, je pense, elle est à son niveau très, très important. Maintenant, vous revenez sur la question de court terme et long terme. Donc là, on le sait que la politique monétaire, qui est vraiment la principale politique et la principale mission de Banque al-Maghrib, son objectif, c'est l'inflation. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un taux d'inflation, je dirais record. Oui, il est record parce que je pense, il y a plus de 20 ans qu'on n'a pas vu ce taux d'inflation. Donc 4,7%. Je pense qu'on a raté la cible. Donc heureusement qu'on n'est pas dans le ciblage d'inflation. Mais on a raté notre cible. On disait qu'en moyenne, le Maroc était aux alentours de 2%. Et c'était un niveau qui était acceptable. Maintenant, 4%. Et attention, 4% ne vient pas de la production. Si ça venait de la production et ça créait de la richesse, il n'y aura pas de problème. Maintenant, ça vient d'un choc externe. Voilà. Oui. C'est un choc externe. C'est une inflation importée. Oui, la structure de l'inflation, la structure des prix au Maroc, ce sont des prix qui sont importés parce que le Maroc est très ouvert, surtout sur ce qui se passe en Europe. Surtout très dépendant aussi. Voilà, très dépendant, très ouvert. Moi, je préfère plus degré d'intégration ou d'ouverture. Donc, il est très ouvert par rapport à l'Europe et ce qui se passe en Europe, ça impacte directement ce qui se passe en termes de prix au Maroc. Alors, 4,7% et 0,7% de croissance, on a l'impression que ce sont les chiffres qui s'inversent, parce que généralement la croissance est autour de 4% et l'inflation en dessous de 1%. Alors là, on se retrouve vraiment dans un scénario à l'envers, on marche un peu sur la tête, mais ce sont les chiffres aujourd'hui qui ont été annoncés. Qu'est-ce qui changera pour nous au quotidien avec un taux d'inflation de 4,7%? C'est ce qui nous intéresse. Et qu'est-ce qui changera aussi pour les industriels? Très bien. Ce qui va changer, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire les prix flambent sur l'ensemble des matières. Donc nous avons aujourd'hui, je pense, le citoyen a touché qu'il y a une certaine euphorie en matière de prix. Donc nous avons le prix du gasoil, nous avons le prix de matières premières. Il y a tous les prix qui sont en consommation journalière dans le panier de consommation des ménages qui ont augmenté. Et donc ça se voit directement sur ce panier de consommation des ménages. Donc ça se voit au jour le jour. Donc la déclaration, il ne faut pas l'oublier, on est sur le prévisionnel. Ça veut dire Banque al-Maghrib, il est en train de nous dire sa prévision pour 2022. Préparez-vous, quoi. Préparez-vous, on peut même aller plus. Donc là, il faut attendre, par exemple, le Banque al-Maghrib, il lance ce qu'on appelle la prévision, mais maintenant, il faut attendre un peu l'HCP qui va nous donner une idée sur vraiment ce qui se passe au niveau de l'IPC. Ça veut dire, réellement ce qui s'est passé dans le prix. Mais bon, la tendance est déjà haussière sur les 2 premiers mois de l'année, oui, selon le HCP. Je dis que c'est une prévision, il ne faut pas regarder uniquement la prévision que communique, je dirais, le gouverneur ou le Walid Banque al-Maghrib, c'est la prévision centrale. Mais nous avons un degré d'incertitude qu'on peut être à la hausse et on peut être à la baisse. Je pense que, dépendamment de ce qui se passe au niveau international, je pense que le scénario à la hausse sera le plus plausible. Ça veut dire qu'on peut aller même plus de 4,7% par rapport à 2022. Et ce scénario n'est pas propre au Maroc. Alors, on parle de politique monétaire. Ce taux directeur qui est resté inchangé à 1,5%, selon vous, est-ce que c'était prévisible ou ça a créé un peu l'étonnement de certains observateurs et notamment qui sont très rapprochés de ce monde des bancaires en l'occurrence? Alors pour moi et pour un bon nombre d'analystes, oui, c'était une surprise. En fait, on croyait que le Maroc allait augmenter justement le taux directeur et un peu suivre le modèle américain. C'est ce que dit Jerome Powell par rapport à ça, parce que l'inflation, il faut comprendre que moi je viens d'un point de vue, on va dire, libéraliste des crypto-monnaies, c'est-à-dire aucun contrôle gouvernemental par rapport à la monnaie.
Et de ce point de vue-là, tout ce qu'on voit, c'est que la Banque américaine fédérale a imprimé l'équivalent de 80% des dollars en existence en 22 mois. C'est-à-dire que l'inflation, en fait, on le sait que ça allait arriver depuis mars 2020. Parce que pour sauver l'économie, il fallait le faire. Donc forcément, on s'attendait à ce que le taux directeur soit à la hausse. Donc, Ce n'est pas encore le cas, parce que la Fed, en tout cas le comité de politique monétaire de la Fed a annoncé qu'il relèverait les taux plus rapidement que prévu, mais ce n'est pas encore d'actualité, c'est pas pour demain. En cas de besoin pour assurer un reflux justement de l'inflation. Oui, le taux directeur a été, ce qu'on a annoncé, c'est que le taux directeur va augmenter de 0,25% et que on va peut-être être plus agressif en fonction des niveaux d'inflation. Au début, ils ont dit que c'était un niveau transitoire, une inflation transitoire, et après on s'est retrouvé avec une vraie inflation et qui n'est clairement pas transitoire, qui touche au niveau des supply chains, mais aussi pour moi la planche à billets américaine. Et donc c'est ce qui explique clairement une inflation par rapport à une augmentation des flux ou de la liquidité dans le marché. Donc le seul moyen de réduire ça, c'est de monter le taux d'inflation. Le taux directeur. Mais après, le taux directeur, mais c'est aussi une question de les Américains et surtout cette administration veulent surtout éviter une récession. Et c'est ça dont on a peur, donc on ne veut pas être aussi agressif. Par contre, les marchés, ils ont déjà priced in, ils ont déjà pris en compte ces augmentations, donc la chute des cours en ce moment reflète ça. Est-ce que, on connaît la position de Banque Maghreb par rapport à la planche à billets et par rapport à tous les mécanismes qui ont été mis en place, les mécanismes, je dirais, de prudence. Est-ce que vous pensez que ce scénario de recourir à la hausse des taux directeurs pourrait être prévisible au Maroc si cette inflation s'installe, sachant que, pour bon nombre d'observateurs, pas que au Maroc, des deux côtés de la Méditerranée, mais aussi de l'Atlantique, on table sur une inflation qui est là pour au moins 1, 2, voire 3 ans. Très bien. Permettez-moi de revenir sur une idée très importante, c'est que lorsqu'on parle de politique monétaire ou de réaction des banques centrales, il faut faire la différence entre les banques centrales. Nous avons deux types de banques centrales. Il y a les banques centrales des pays qui sont les grands pays, ce qu'on appelle les large countries, ça veut dire les pays les plus grands, et nous avons les politiques monétaires des petits pays. Le Maroc, c'est un petit pays, c'est pas comme les États-Unis. Je m'explique très simplement. Lorsque la Fédérale Réserve, elle fait de la planche à billets, le dollar est demandé à l'international. International, c'est ça. C'est très important. Le Maroc ne peut pas faire ça parce que le dirham n'est pas demandé à l'international. Et donc, généralement, c'est une particularité, je pense, pour les États-Unis, pour la BCE et pour les autres pays qui sont ce qu'on appelle les monnaies convertibles, lorsqu'ils impriment, leur monnaie est demandée sur l'international. Ça veut dire l'impact en termes inflationnistes, ce qu'on appelle le seigneuriage sur le plan économique, n'est pas aussi significatif que ça. Et donc, deuxièmement... Nous, ça ne nous arrangerait pas. Non. Théoriquement. Théoriquement, ça ne nous arrangerait pas. Oui, et ça va créer de l'inflation réellement parce que notre monnaie n'est pas demandée sur le plan international. Ça, c'est très important. Il va rester chez nous. Et donc, automatiquement, il y aura une masse monétaire qui sera plus importante que la croissance. Maintenant, si je reviens à la politique de Banque Maghreb lui-même, je veux vous dire simplement que je suis en plein accord avec ce qu'a fait Banque Maghreb. Pourquoi ? Parce que Banque Maghreb, il a un objectif central, mais il a d'autres objectifs. Donc, l'objectif central, c'est l'inflation. Il veut lutter contre l'inflation, mais il a d'autres objectifs. Il a la croissance. C'est écrit dans les statuts de Banque Maghreb. Ça veut dire qu'il peut soutenir l'État dans toutes ses politiques en matière de croissance, de développement. Et donc là, le Banque Maghreb ou le Wali de Banque Maghreb était très vigilant dans cette situation. Qu'est-ce qu'il a dit ? Très bien. Est-ce que l'inflation va s'installer sur le moyen et long terme ? Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas besoin de modifier mon instrument, qui est le taux d'intérêt directeur. Et donc là, l'analyse qui a été faite, et ce que j'ai appris depuis la lecture de ce qu'on appelle le rapport sur la politique monétaire, ou aussi sur le speech de M. Louali, c'est que, en fait, le choc aujourd'hui, ils ont considéré que c'était un choc conjoncturel. Ça veut dire qu'il va rester sur l'année 2020. Maintenant, s'il va s'installer sur le... 2022. S'il va rester sur le moyen terme, ça veut dire on va partir 2023-2024, certainement qu'il va réagir parce que sa cible, c'est le taux d'inflation. Mais maintenant, il a dit, je vais maintenir. Pourquoi ? Parce que j'ai une croissance qui est en berne. Donc cette croissance de 0,7%, il doit la soutenir comment ? Et il a dit clairement, nous sommes dans une politique monétaire d'assouplissement. Accommodante. Voilà, accommodante. Mais accommodante pour qui si les banques continuent d'appliquer des taux à leur guise ? Non, mais à leur guise, ça veut dire combien les taux débiteurs, ils ont connu, les taux débiteurs, je pense, il n'y a pas une certaine, je dirais un certain spread entre les taux débiteurs, taux créditeurs et le taux directeur. Et donc là, permettez-moi de rentrer un peu dans les détails. Je veux bien, oui. Voilà, lorsqu'on parle de la politique... Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui se sont plaints de ça. Voilà, très bien. Donc, si on parle techniquement, premièrement, on n'est pas dans le ciblage monétaire, on n'est pas dans le ciblage d'inflation.
L'inflation targeting, on n'est pas dans ça. Non, 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 non. On est dans la stabilité des prix. Exactement. Donc, pour la Banque centrale, il vous dit, moi, en tant qu'acteur, si le TMP, le taux moyen pondéré du marché interbancaire, il répond à ma politique monétaire, donc j'ai réalisé mon objectif. Maintenant, ce qui va se passer au niveau des banques, au niveau de la fixation des taux, je pense, en tant que régulateur, là, je parle d'une autre fonction, ça veut dire le rôle de la supervision bancaire. En tant que régulateur, le Banque Maghreb, je pense qu'il fait son rôle. Il est en train de le faire. Ça veut dire qu'il va regarder un peu, est-ce qu'il y a les mécanismes de concurrence? Est-ce que les taux, est-ce qu'ils sont bien déterminés par rapport aux équilibres de marché? Ça veut dire est-ce qu'il y a vraiment cette logique d'offre et demande sur le marché des dépôts, sur le marché du crédit également? Et je pense que les taux débiteurs, malgré quand même avec des taux, des taux d'emprunt qui restent très élevés, bien au-deçà des 1,5%. Un taux qui a été abaissé en juillet 2020. Très bien, mais on ne peut pas prêter par rapport à une valeur du taux directeur. On est à 1,5. Je prends 1,5. Il faut rajouter les mécanismes d'inflation. Il faut rajouter également les risques qui sont encourus. Et après, ça va vous donner le taux, ce qu'on appelle le taux qui sera appliqué pour le citoyen. Donc, on ne peut pas prêter pour 1,5. Attention, on doit prêter jusqu'à combien? Voilà. J'ai dit, il y a trois facteurs. En tout cas, minimum. Voilà, j'ai dit, il y a trois facteurs. Quand les taux sont à 4 et 5%, je veux dire, moi, je trouve que c'est 4 à 5%, c'est très faible. Parce que si j'introduis aujourd'hui l'inflation qui est de 4%, j'introduis les risques qui sont encourus, je pense que si les banques maintiennent un taux de 4,5%. L'inflation de 4%, elle date des prévisions de oui, hier. Mais normalement, on regarde les choses de façon. Ces taux-là sont appliqués depuis quelques mois maintenant. Très bien. Ce que j'ai dit, c'est que si je prends le taux directeur, je rajoute l'inflation, même si on était à un niveau de 1,6 ou 2%, et je rajoute les risques, donc en moyenne, j'aurai entre 4 et 5% de taux d'intérêt. Très bien. Alors, juste pour rester par rapport à cette politique monétaire, professeur Firano, et en ce qui concerne, c'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure que si on avait recours à la planche à billets, c'est qu'on le pouvait, parce que, eh bien, on tout simplement. Pas, hein, non, on le pouvait dans d'autres pays, pas chez nous. Je parle des grandes économies. Des grandes économies. Oui. Et juste avant l'émission, on discutait un peu par rapport à la politique monétaire de la BCE, que finalement, c'était un peu parallèle. On avait plus ou moins les mêmes approches que nos voisins du Nord. Est-ce que vous pensez que la politique monétaire de la BCE a jusque-là montré une efficience, ou plutôt elle commence à s'essouffler? Très bien. Bon, premièrement, la BCE, comme je l'ai dit, par rapport à la BCE ou par rapport à l'euro, c'est une grande économie. Donc la politique monétaire que va conduire la BCE ne sera pas généralement identique à celle de la Banque centrale marocaine. Okay. Maintenant, où est-ce qu'il existe la similitude entre les deux? C'est que nous avons une structure des prix, ce qu'on appelle les prix échangeables, les prix non échangeables. Si je prends les prix échangeables, ça veut dire ceux qui rentrent un peu dans la transformation de l'économie et ceux qui rentrent dans la consommation des biens importés, nous avons à peu près une structure qui est entre 80 et 20. Donc 80%, ce sont des prix qui viennent de l'extérieur et généralement c'est de l'Europe. Et 20%, c'est ce qu'on fait en interne, ça veut dire par rapport à notre production, je dirais autonome. Et donc dans ce sens-là, donc 80% on la ramène, donc automatiquement nous aurons à peu près la même lignée des taux d'inflation et généralement nous aurons la même logique de politique monétaire. Et donc si vous regardez un peu le communiqué qui a été formulé par la Banque centrale, nous avons à peu près repris la même chose. Nous avons des taux d'inflation qui se joignent, ça veut dire 4,7 et à peu près 5,2, ou je me souviens, plus de 5% en Europe. Nous avons l'inflation sous-jacente qui est au même niveau que celle de l'Europe, automatiquement, et on prévoit la même chose, ça veut dire on prévoit dans la BCE qu'on va ralentir l'inflation en 2023. Et donc c'était très logique que la politique monétaire sera adossée à celle de la BCE. Il ne faut pas oublier une chose très importante qui était dans le communiqué, je pense toujours elle passe, on a oublié que cette politique monétaire, il ne faut pas oublier qu'elle aura un impact sur ce qu'on appelle le taux de change du Maroc. Et donc là, on prévoit une certaine dépréciation du taux de change. Du dirham. Ah oui, du dirham. Et ça va porter encore plus préjudice à tout ce que l'on a dit. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est qu'il faut regarder les autres pays, ça veut dire ceux qui ramènent les capitaux. Ça veut dire la BCE et la Fédérale Réserve. Donc si l'inflation continue, ils auront une plus grande dépréciation et ça peut rentrer dans des questions de compétitivité. Et donc c'est pour ça que Banque Maghreb était vraiment très intelligent en disant attention, j'ai pris cette décision, mais je vais rester vigilant. Chaque semaine, je vais voir ce qui va se passer. Parce qu'il devra réagir à la fois par la politique de change et à la fois par la politique monétaire pour pouvoir garder les équilibres. Et là, on ne parle pas d'un seul équilibre, on parle de croissance, on parle d'inflation et se rajoute aussi le problème de compétitivité ou de taux de change. Très bien. Alors, on a parlé de Banque Maghreb. Alors, sur cette base-là, Monsieur Talhaj Bril, vous êtes également analyste des politiques publiques. Quel est le rôle aujourd'hui du gouvernement pour amortir ces effets-là sur le citoyen? On parle de caisse de compensation, on parle, etc., etc. Mais est-ce qu'on ne se dirigerait pas aussi vers un système d'austérité? Je pense que, vu la conjoncture internationale, je pense que
l'austérité est parmi nous et devra l'être. Je pense que le gouvernement peut créer une sorte de safety net pour les citoyens, mais au long un filet de sauvetage, un filet de sécurité, oui. Mais dans ce sens, je pense que le gouvernement va payer cher, la dette va augmenter et les citoyens vont le ressentir. Oui, on parle de chiffres de 4,5% d'inflation, etc. Mais dans le réel, quand je demande aux gens, on parle de 30%, surtout au niveau des agriculteurs. Donc les chiffres donnent une autre réalité. Et je pense que ces risques-là, par exemple, je vais prendre l'exemple du blé. La dernière fois qu'on a vu le prix du blé à ce niveau-là, on a eu le printemps arabe. Donc c'est très, critique au niveau sociopolitique en ce moment. Donc je pense que l'État doit intervenir. Par contre, moi, je suis du point de vue que ce n'est pas forcément à travers la planche à billets, ni au travers des systèmes de support financier, mais c'est plus par rapport à la promotion de l'industrie interne, essayer de produire plus localement, essayer d'importer à moins cher et d'essayer de ne pas justement déprécier le dirham. Comme ça, après, si on le déprécie, bien sûr, nos exportations seront beaucoup plus à l'heure compétitives. Donc c'est une bonne chose, mais est-ce qu'on a travaillé sur la compétitivité au Maroc au niveau de l'export ? C'est ça. Oui, à un certain degré, mais pas assez. Donc voilà, Sans oublier que, c'est ce qu'on disait au début d'émission, on a annoncé une hausse de toutes nos exportations, des phosphates, en passant par le textile, l'aéronautique, vraiment, c'est des hausses à 2 chiffres, mais ça n'absorbe pas le choc. On a le choc pétrolier, mais chez nous, on a le choc céréalier. Oui. Si je peux utiliser cette expression, est-ce qu'il faut, selon vous, professeur Ferranou, augmenter les salaires ? Et parce que là, encore une fois... Si je peux intervenir juste... Allez-y, parce que j'allais parler de salaire, et si on augmente les salaires, forcément, on va augmenter l'inflation. Parce que si on commence à mettre autant de liquidités pour, avoir une compétition par rapport aux mêmes produits, forcément, le prix monte de tous les produits. Donc, si on augmente les salaires, ça ne sera pas forcément la seule solution à suivre. Est-ce qu'on a réellement, messieurs, une solution ? On n'est pas le gouvernement, mais on est dans un espace de réflexion et d'échange. Est-ce que ce gouvernement a réellement un champ d'action réaliste pour surmonter cette crise ? Parce que n'oublions pas qu'on sort, pas vraiment, d'une crise Covid-19 qui est aussi inédite que la sécheresse que nous sommes en train de vivre et la guerre en Ukraine avec tous ses impacts et ses dommages collatéraux. Bon, la première solution, à mon sens, c'est une solution qui est urgente aujourd'hui, je pense, et qu'il faut penser réellement, c'est une loi de finances rectificative. Ça, c'est très important, parce que nous avons toutes les hypothèses. Oui. L'argentier a dit niet. Bon, nous n'avons pas besoin de loi de finances rectificative. Dixit. Ah oui, très bien, mais vous aviez dit texto, c'est que nous ne sommes pas le gouvernement. Ça veut dire nous, on donne notre point de vue. C'est cela. Donc normalement, toutes les hypothèses sur lesquelles sur lesquelles est basée la loi de finances, ils sont partis, ils ne sont plus là. On parle de taux de croissance, on était à 3%, on parle d'un prix de baril aux alentours de 70. Voilà, 70. On parle un peu d'une campagne céréalière on était à 80, en moyenne de 80 millions de quintaux. On parlait aussi d'un taux de change. On a une perspective de taux de change qui va vraiment si ça se concrétise, il va se dévaluer si la politique continue de cette façon-là, où la crise internationale continue de son sens, on va partir dans une dévaluation. Donc toutes les hypothèses sur laquelle a été fondée la loi de finances, ils ne sont plus là. Donc là, il y a lieu. Encore plus, le côté social. Ça veut dire nous avions un gouvernement, une politique, je dirais, publique, la loi de finances, ou une politique budgétaire qui voulait se dire sociale, l'État social, ou l'État sociétal, si on peut dire ça. Absolument. Mais aujourd'hui, vous avez parlé un peu des prix qui ont flambé. Le quotidien des citoyens, il est un peu difficile par rapport à la flambée des prix. Et donc là, il faudra penser sur le plan, je dirais, technique de réfléchir à la loi de finances rectificative. Maintenant, sur la question que vous avez soulevée, est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? Moi, je pense qu'il n'y a pas une certitude. Ça veut dire, est-ce que si j'augmente les salaires, il y aura une inflation ? Est-ce qu'il y aura, il y a débat là-dessus. Il y a un débat très théorique sur la question. Et je pense que le dernier prix Nobel en économie, il a aussi donné une idée très importante. C'est que même si vous augmentez les salaires, il n'y aura pas un impact sur l'inflation. Mais là, c'est un peu, je dirais, un peu sur le plan théorique et sur le plan de la recherche. Mais c'est un débat à faire. Est-ce que nous avons besoin ? Parce que n'oubliez pas, les équilibres macroéconomiques, ils sont très importants. Mais l'équilibre social est aussi plus important.
Ça veut dire qu'il faut garder un équilibre social et nous savons très très bien que parmi la force du Maroc, en termes de drainage de ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger, parmi ses forces en termes de politique économique et aussi de politique sociale, c'est sa stabilité sociale et sa stabilité politique. Et donc là, si par exemple, il y a une possibilité parce que dans la loi de finances, je vais dire un exemple, nous avons des exonérations très importantes dans la loi de finances, qui sont plus de 20 milliards de dirhams. 28 milliards, je pense, de dirhams. Et donc là, ces exonérations, je dirais, cette marge de liquidité qui reste, on peut redéployer. Ça veut dire qu'il y a une certaine politique de redéploiement. Il y a aussi une idée très importante, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, après 2008, jusqu'à aujourd'hui, nous avons vécu 3 crises qui étaient vraiment très importantes sur l'économie, qui ont pesé sur l'économie marocaine. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas lieu de réfléchir à créer ce qu'on appelle un fonds de sécurité contre les catastrophes et les crises? Il faut qu'il existe. Fonds de résilience. Voilà, un fonds qui permettra de, s'il y a un problème, on peut réagir rapidement. Mais comment le financer? Parce que là, le nerf de la guerre, et là où se pose vraiment la question, c'est comment financer d'abord le budget si on va revoir cette loi de finances rectificative. Alors, est-ce qu'il faut qu'on recourt à déshabiller Paul pour habiller Très bien. Maintenant, le débat est très important. Oui. C'est que si vous me parlez par rapport au budget de l'État, et vous me parlez de la loi de finances, le déficit, etc., je serai d'accord avec vous. Mais si je prends le bilan consolidé, ça veut dire si je prends même les entreprises publiques qui sont là, je pense qu'on peut ramener de l'argent. Et le Maroc a pu faire ça. Je pense je parle du fonds Covid. Lorsque le roi, je dirais, c'était une décision très sage de Sa Majesté, notre auguste souverain, il a pris la décision, on va faire un fonds, on est arrivé dans un temps record. Donc est-ce que vous pensez que le comité de veille économique devrait être réinstallé et donner des aides comme ce fut le cas pour la Covid? Je ne partirai pas sur le fond, sur la forme institutionnelle, mais je dis, aujourd'hui, si les crises deviennent récurrentes, nous avions une crise économique en 2008, nous avions une crise sanitaire en 2020, nous avons aujourd'hui une crise politique et internationale qui a touché ce que vous avez appelé la chaîne de distribution, etc. Donc aujourd'hui, il faudra mener cette réflexion. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un fonds de soutien pour les crises qui devra être alimenté? Maintenant, comment il va être alimenté? Ça, on peut le débattre, on peut le discuter. La dette? Voilà. La dette, je pense qu'au Maroc, vous me ramenez dans des sujets qui sont un peu... la dette au Maroc, je pense, on est aux alentours de 75% par rapport à la dette. Vous parlez d'équilibre macroéconomique, mais etc. il ne faut pas oublier, la question de la dette est une question, je dirais, un peu polémique. Parce qu'au Maroc, oui, on n'a pas de risque par rapport à la crise, la dette étrangère, mais la dette interne, elle est très importante. Nous sommes à peu près, je pense, à plus de, si les chiffres ne me trompent pas, nous sommes plus que 800 milliards de dirhams en termes de dette interne. Maintenant, on va rentrer dans une autre logique. Si les taux d'intérêt, ou si la courbe des taux se transforme par rapport aux taux d'intérêt sur les marchés, la dette interne va causer énormément de problèmes pour le Maroc. Si la Fédérale Réserve réagit par rapport à une augmentation de son taux de change, ça veut dire qu'il va essayer de donner une certaine appréciation par rapport à l'euro-dollar, notre dette externe aura beaucoup de problèmes parce que nous aurons un problème par rapport au taux d'intérêt. Et donc là, et je reprends ici une idée qui a été soufflée par M. Louali, elle était très importante, je pense qu'elle est passée en silence dans tous les médias. Il a dit directement, pas dans Vous parlez d'investissement. Devant la commission des finances et du développement économique. Non, je parle du dernier conseil. Avant celui-là, lorsqu'il a parlé du risque de taux d'intérêt. Il a dit, le premier risque auquel le Maroc devra faire face, il devra le prendre de façon vigilante, c'est le risque de taux d'intérêt. Et lorsqu'il parle risque de taux d'intérêt, il parle de la dette interne et de la dette externe. Et donc ça, c'est un facteur. Le monsieur Louali l'a dit comme ça veut dire il a passé le message directement, mais c'est un risque qui est très important et qui est en relation avec notre structure de dette. Et donc là, c'est un autre volet. Maintenant, pour financer ce fonds, s'il y a lieu d'y réfléchir, on peut réfléchir. Nous avons des compétences, nous avons des économistes qui peuvent réfléchir sur tous les plans, théoriques, pratiques, etc., pour trouver la bonne solution. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas partir dans des décisions pour dire on ne va pas augmenter les salaires, on ne va pas les réduire. Ce qui est important, c'est de maintenir les équilibres, et pas uniquement les équilibres macroéconomiques, aussi les équilibres sociaux qui sont très importants pour notre stabilité et aussi pour le Maroc. Je pense que c'est un facteur que plusieurs pays dans la région n'ont pas. Le Maroc a 3 facteurs d'attractivité, la stabilité politique et la stabilité sociale, et aussi son cadre macroéconomique bien établi. Très bien. Merci beaucoup. Merci, professeur Ferrano. C'était vraiment un plaisir et je pense que le sujet mériterait une émission de 2 à 3 heures, parce qu'il y a beaucoup à dire. Parce qu'il y a un sujet qui nous amène à l'autre. Absolument, mais la réflexion, elle est amenée à être, en tout cas, menée tout de suite et surtout à l'action.
Parce que là, nous sommes en plein dedans. On va attendre la réaction de notre gouvernement. On va certainement en rediscuter une autre fois. Merci beaucoup, merci professeur à vous. Fiolano. Merci, très enchanté. C'est un plaisir. Merci. Restez avec nous, nous allons enchaîner avec les crypto-monnaies. À tout de suite. Un million de Marocains auraient recours aux crypto-monnaies. C'est en tout cas ce que relève une étude de la société de paiement cryptographique AAA, d'ailleurs qui classe le Maroc à la 24e place mondiale d'utilisation de monnaie cryptographique. Pourtant, on va le rappeler, cet usage n'est pas encore réglementé, voire même considéré comme illégal par notre office d'échange. Mais on va quand même en parler parce qu'il est largement utilisé et les transactions sont en nette hausse. Et on se positionne dans le top 3 dans la région. Maintenant, en termes de transactions, bien sûr, avec moi sur le plateau et depuis le début de cette émission, Emro El-Qaïs Talha-Jibril, qui est également spécialiste en investissement en crypto-monnaie. Et j'ai le plaisir d'accueillir par Skype depuis Safi un autre expert, Badr Bellaj, qui est expert en blockchain. Bonsoir Badr Bellaj, merci de vous joindre à nous. Bonsoir pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Alors, une analyse de l'évolution des cours pour commencer, messieurs, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de personnes, et notamment ceux qui ont déjà investi en monnaie, en crypto-monnaie, notamment en Bitcoin. Alors, la Covid, l'inflation, la Fed, la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui a joué sur la volatilité des cours, Emro El-Qaïs ? Déjà, je vais dire que toutes ces choses-là, c'est une pub pour Bitcoin. En fait, moi, je vais juste essayer d'expliquer d'un point de vue technique, on va dire, pourquoi on a vu la hausse des prix après la baisse des prix. Okay. Alors, pour ce qui est de la hausse des prix, faut savoir que le Bitcoin a recours à ce qu'on appelle le halving. Ça veut dire à peu près chaque 200 000 blocs ou chaque 4 ans, on a la moitié des récompenses qui vont, les récompenses qui vont chez les miners est est divisée par 2. Donc, le dernier halving qu'on a eu, c'était en mai 2020. Donc, ça explique largement la hausse des prix et la montée des cours depuis. Bien sûr, il y a eu coronavirus et il y a eu la planche à billets américaine qui a fait que les gens, au final, étant à la maison et ayant reçu le chèque de Trump, ils ont investi aussi dedans. En crypto, c'était en sachant que les crypto-monnaies, c'est l'actif le plus rentable depuis 10 ans, c'est-à-dire en moyenne, on parle de 200% par an. Et le plus volatile surtout. Oui, le plus volatile. Malgré la volatilité, ça reste toujours le plus rentable. Après, pour ce qui est de la baisse des cours qui a suivi, ça a commencé en fait avec un tweet intéressant de Elon Musk qui a critiqué comme quoi le Bitcoin en fait consommait beaucoup trop d'énergie, qu'il fallait trouver peut-être des alternatives qui ne consommaient moins. Ça c'est juste un peu l'effet cascade, mais c'était pas la vraie raison. En fait, c'est une fois que la Banque centrale américaine a annoncé qu'ils allaient augmenter les taux d'intérêt le taux directeur, les spéculateurs et les gens qui sont dans le Bitcoin ont, on va dire, réduit leur exposition parce qu'ils considèrent toujours que le Bitcoin est un risk on asset. Alors, il y a deux camps. Sachant que il n'y a toujours pas eu de hausse du taux directeur par la Réserve fédérale américaine. Il y a eu un petite hausse. Mais pas une réelle hausse. Mais le marché surréagit toujours à ce genre de choses et on considère que maintenant le prix actuel prend déjà en compte toutes les hausses à venir. Il y a aussi c'est-à-dire que les investisseurs institutionnels, c'est ce qui a changé en fait depuis on a eu 3 halvings, en 2012, en 2016 et maintenant en 2020. Et en fait, ce qui change maintenant, c'est qu'on a beaucoup de joueurs de Wall Street qui sont rentrés dans le marché, c'est-à-dire des banques, c'est-à-dire des fonds d'investissement. Et je parle dans le cas de Ray Dalio, Cathie Wood, Michael Saylor, très grandes personnes dans les fonds d'investissement, etc., qui sont rentrées dans le marché. Mais pour ces personnes-là, c'est plus des gens qu'on appelle ça des hodlers, ça veut dire des personnes qui gardent leur actif au lieu de le vendre. C'est pas des gamblers. C'est pas des spéculateurs. Par contre, il y a beaucoup de spéculateurs de Wall Street qui sont rentrés dans le marché et que pour eux, le Bitcoin représente la partie la plus risquée du marché, alors que d'autres personnes considèrent que c'est la partie la plus safe. Donc on est en train de passer d'une narrative à une autre, ça dépendamment de l'investisseur. Donc la baisse des cours a été d'une part parce que une fois qu'il y a eu une corrélation maintenant entre le S&P 500 et le Nasdaq et le Bitcoin, en vue justement de la rentrée de ces joueurs institutionnels. Et donc ces investisseurs, une fois qu'ils quittent le marché, une fois qu'ils veulent réduire leur risque,
Ben, en fait, ils cherchent à enlever leur liquidité du Bitcoin, tout simplement. Après, bon, il y a eu aussi une instabilité politique au Kazakhstan et je vais expliquer pourquoi ça a affecté le prix. Parce que ça, on mine beaucoup là-bas. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 2021, la Chine a déclaré que le mining n'était plus toléré en Chine. Donc, la plupart Parce qu'ils ont créé leur propre monnaie virtuelle, entre autres. Oui, ok. Je pense aussi qu'ils ont amassé des bitcoins. Donc après, ça s'est pas dit publiquement, mais ça c'est ça fait sourire. Oui, alors Badr juste Belhaj. pour finir l'idée, en gros, la Chine les a virés, en gros, et ils se sont tous déplacés vers le Kazakhstan, pardon, où le coût d'électricité du mining est beaucoup moins cher et c'est plus facile de déplacer de la Chine au Kazakhstan étant un pays. Et puis c'est pas interdit. Et puis, ce n'était pas interdit et c'était une occasion pour le pays d'utiliser ses ressources naturelles pour une fin, on va dire, lucrative. Et donc, une fois que le hash rate, c'est-à-dire le montant total des calculs au niveau du network de Bitcoin, est descendu en vue de l'instabilité politique et vu qu'on a un peu coupé Internet, etc., ben, en fait, les spéculateurs, surtout ceux de Wall Street, ont pensé que ça allait créer une instabilité au niveau du réseau et donc ça a été aussi un facteur par rapport à la baisse du cours. Très bien. Si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être, Badr Belhaj, et comme ça on avance aussi dans la discussion, quel est l'intérêt des cryptos dans un contexte aussi incertain aujourd'hui dans le monde, mais aussi incertain en ce qui concerne les cours, surtout que les big players s'y sont mis aussi. On a parlé des big players de Wall Street, mais aussi des États. Enfin, en tout cas, ça reste à confirmer. Badr Belhaj. Donc, concernant, bien sûr, déjà la réponse de mon ami concernant les causes de la volatilité du Bitcoin, je suis tout à fait d'accord, surtout avec une corrélation naissante qui date de quelques années entre le cours de Bitcoin et des index boursiers, surtout le S&P 500. Il y a une étude qui a été faite par le FMI qui confirme vraiment une corrélation d'à peu près 60% qui a été publiée au début de l'année. Donc, il y a une corrélation directe avec les marchés. Les marchés sont instables vu qu'il y a des politiques monétaires, des réponses de la Fed qui bien sûr, créent la crainte chez les acteurs des marchés. Par conséquent, on considère le Bitcoin ce qu'on appelle proxy risk, c'est-à-dire c'est un asset qu'on utilise qui est plus risqué dès qu'on a un bouleversement dans le marché. Donc, on quitte et par conséquent, les cours s'effondrent. Vraiment, c'est devenu en quelque sorte répétitif, c'est un pattern en quelque sorte. Mais concernant l'état actuel, c'est-à-dire la situation internationale, soit géopolitique ou même économique, le Bitcoin profite de cette situation-là. On a vu, par exemple, qu'il y a eu en effet un choc comme pour tous les marchés quand on a eu l'invasion russe de l'Ukraine. Mais ce qui est très intéressant, c'est le retour du cours de Bitcoin rapidement vers des valeurs qui sont intéressantes. Et on a vu comme quoi l'Ukraine, en quelque sorte, il a levé des fonds, ou plutôt demandé des dons en Bitcoin. On a vu les Russes qui s'intéressaient de plus en plus à utiliser Bitcoin. On a même, il y a des, je vais dire, pas des news qui sont très, très confirmées, mais même des gens, parce que actuellement la Russie a un problème de repaiement de sa dette. Et bien sûr, il a proposé pour la repayer d'utiliser le rouble, sauf que le rouble, c'est vraiment, il est en chute. Donc les endetteurs, ils ont demandé à la Russie soit de payer en utilisant le dollar, soit de payer en crypto. C'est-à-dire cette crypto-là, actuellement, est en train de se positionner comme un asset ou une monnaie. Bon, c'est tout un débat qui assure une confiance internationale. Et on a vu comment la discussion qui a eu lieu après l'embargo, ou plutôt les sanctions qui ont frappé en plein fouet la Russie. Actuellement, on voit que toutes les assets ou la réserve russe, elle est inutile, à peu près 600 milliards de dollars, que la banque russe centrale ne peut pas les utiliser. Et par conséquent, on a vu que vraiment cette idée de stocker de l'or, de stocker des réserves internationales vont te protéger contre la sanction, c'est vraiment une idée qui était fausse, sauf que Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies restent quand même des solutions alternatives qui peuvent être utilisées pour en quelque sorte bypasser ces sanctions-là. Sauf que le problème avec Bitcoin, c'est encore un marché naissant, un petit marché. Et donc, c'est pas encore un marché qui peut fournir une solution à un État pour en quelque sorte avoir une solution alternative pour dépasser les sanctions. Donc, Bitcoin actuellement, il a bénéficié, bien sûr, il a été choqué
par ces crises-là, la crise Covid, la crise ukrainienne, etc., etc. Mais sa nature, ou ce qui est intéressant en Bitcoin, c'est sa rapidité de remonter et de revenir vers un niveau qui est stable, ou plutôt qui est robuste. Qu'est-ce qu'un niveau stable, Badr Belhaj? Qu'est-ce qu'un niveau stable pour la crypto et notamment pour le Bitcoin, puisqu'on parle que de cette crypto-là? Généralement, le problème avec les cryptos, c'est qu'on ne connaît pas leur valeur intrinsèque. C'est-à-dire, personne ne peut te donner une valeur référentielle de Bitcoin. Et quand on parle de stabilité, c'est vraiment une stabilité relative. C'est-à-dire relative au cours précédent, à l'historique. C'est-à-dire, si on était aux 60 000, on est descendu, par exemple, en 30 000, vers 30 000, mais on est remonté, par exemple, vers 42, 43, 45, mais on est resté dedans pour une longue durée, on dit voilà, et c'est stabilisé. C'est-à-dire que c'est juste une stabilisation momentanéenne. Mais la valeur du Bitcoin ou des crypto-monnaies actuellement, il n'y a pas une formule qui peut te définir c'est quoi vraiment la valeur référentielle d'un Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on a eu cette grande spéculation de 0, quelques vers 60 000. Parce que vraiment, il n'y a pas de justification c'est-à-dire économique qui peut te dire voilà, un Bitcoin ne doit pas dépasser tel ou tel. Et si, juste un dernier point, imaginez avec moi, actuellement, c'est juste les particuliers et quelques acteurs, grands acteurs bancaires ou institutionnels qui investissent en Bitcoin. Imaginez si demain, des pays rentrent sur la scène et veulent utiliser Bitcoin comme un moyen d'échange. Et on a eu l'année dernière un rapport qui a été publié par Citibank qui disait, voilà, Bitcoin pourrait devenir une monnaie préférable pour l'échange international, pour le commerce international. Oui. Et là, imaginez pour un pays, donc ça va exploser en cours et ça va devenir vraiment quelque chose de très... c'est-à-dire là, sa valeur va exploser comparé à sa valeur actuelle. Est-ce que le petit investisseur aura toujours sa place si les big players s'y mettent? C'est un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les naissances de bourse, hein, où vraiment c'était plutôt le mouvement inverse. Quelles sont les tendances à suivre justement, et notamment pour les petits investisseurs? Moi, je trouve qu'on est vraiment toujours au tout début. We're early, on est vraiment au tout début et qu'il y a toujours une énorme opportunité par rapport aux investisseurs. Moi, je considère que le Bitcoin, comme l'a dit Deutsche Bank, même si j'aime pas parler de banque, mais... Centralisé, c'est digital gold, c'est de l'or digital. Okay. Donc, si on part de ce concept-là, c'est si vous voulez préserver en théorie votre richesse, vous la mettez en Bitcoin. Même si c'est très volatile. Mais il faut attendre combien de temps? Parce que vous avez dit que c'est une période de durée. C'est pour ça qu'on parle. Et ça vaut aussi sur les marchés financiers. C'est comparable. C'est-à-dire le fait d'investir et d'attendre le temps de revendre, mais pas de revendre. Alors, je vais vous dire deux choses. Alors, une, c'est Warren Buffett qui a toujours dit comme quoi c'est toujours, si vous achetez une action et que vous n'êtes pas prêt d'attendre 10 ans, il ne faut pas l'acheter. Est-ce que c'est valable pour les bitcoins? Oui, c'est très valable pour le bitcoin, surtout qu'on a vu que l'évolution a toujours été... Toutes les crypto-monnaies ou que le bitcoin? Non, pas toutes les crypto-monnaies, et je viendrai à ça. C'est ça. Par rapport au bitcoin, pour moi, d'ailleurs il a parlé de valeur, pour moi la valeur d'un bitcoin, c'est un bitcoin. Et non pas X nombre de dollars. Parce qu'il y en a 21 millions et on n'aura jamais assez de liquidité. Parce que vu que le dollar se déprécie et qu'il n'a aucune valeur et aucun backing, donc pour moi, la valeur du bitcoin, c'est juste un bitcoin. C'est très difficile pour la plupart des investisseurs ou des États de réfléchir de cette façon, mais c'est comme si dire qu'un lingot d'or, c'est un lingot d'or. Très bien. OK. Par rapport aux petits investisseurs, moi je dirais qu'il y a 5 critères à suivre par rapport à toutes les autres monnaies. C'est ceux qui nous suivent certainement maintenant. Oui, en fait ce message est dirigé. Il y a 5 critères très importants à suivre par rapport à si vous voulez investir. Et ça, je ne parle pas du Bitcoin parce qu'il a été prouvé que c'est résilient, etc., etc. Mais si vous voulez, le but d'investir dans d'autres monnaies, ce qu'on appelle les altcoins, c'est de pouvoir faire une meilleure performance que le Bitcoin au niveau d'une année, par exemple. Ça veut dire, donc, on doit toujours comparer la monnaie en soi sur le Bitcoin. Quelle est la valeur par rapport au Bitcoin? Est-ce qu'elle augmente ou progresse plus rapidement que le Bitcoin? Et c'est là que le retour sur investissement est plus intéressant. Donc, les 5 critères dont je vais mentionner, et je vais essayer d'expliquer ça très brièvement, c'est premièrement le white paper, c'est-à-dire c'est toujours un projet de crypto-monnaie a toujours une sorte de
comment dire, une fiche qui explique exactement quelle est l'utilité de ce coin, quels sont les problèmes qu'ils ont essayé de résoudre, quels sont l'interopérabilité. Une fiche descriptive du projet, de la vision, etc. Et après, il y a toute une technique par rapport à comment on peut lire ces white papers. La deuxième chose est-ce qu'il faut faire attention à la team, c'est-à-dire les gens qui sont derrière ce projet. Est-ce que c'est des gens qui sont comme le Badr, des développeurs? Est-ce que c'est des gens qui sont une expertise? On les connaît? Oui, généralement, on peut tous, à part Satoshi Nakamoto, on connaît tout le monde. Le père des oui, Bitcoin. Le père du Bitcoin, qu'on ne sait pas si c'est une femme ou un homme ou une organisation. Ou la CIA, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un projet de crypto-monnaie, il y a une équipe derrière et on peut tous les chercher sur LinkedIn. Donc moi, j'invite les gens à vraiment regarder sur les projets LinkedIn et voir si déjà ces gens sont, excusez le terme, mais est-ce qu'ils sont riches déjà? Parce que s'ils sont riches et sont dans l'espace depuis longtemps, ils n'ont aucune utilité à faire un rug pull. Pour que les gens investissent et qui sortent complètement du marché ou que les gens perdent leur argent. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, il faut regarder le market cap, c'est-à-dire la capitalisation boursière, ou on va dire la capitalisation du marché en soi. Donc combien de liquidités il y a dans ce marché. Et en fait, ça, c'est ce qui détermine le vrai prix de l'asset. Il ne faut pas voir si une crypto coûte 15 cents ou 100 dollars ou même 1000 dollars. Il faut vraiment voir si la capitalisation est à un chiffre qui a beaucoup de marge de manœuvre, marge de croissance. Par exemple, plus ou moins. Alors, par exemple, l'Ethereum, c'est à peu près 300 à 400 milliards de dollars. Si on regarde une monnaie qu'on pense qu'il y a un bon projet et qui a 30 milliards de dollars, on sait que potentiellement, on peut faire du x10 dans cet investissement. Une autre chose, il faut regarder aussi l'écosystème de la monnaie. Quels sont les partenariats? Est-ce qu'ils ont des utilisations réelles avec des entreprises, que ce soit licence des NFT, que ce soit... Et la dernière chose, pour être très très rapide, c'est tokenomics. Alors, tokenomics, c'est la distribution économique du token ou du coin en soi. Est-ce que le supply est distribué à la communauté en large ou est-ce qu'il est contrôlé à 90%, 80% dans le cas, par exemple, des tokens de foot par l'équipe en soi. Donc, cette distribution donne une très bonne idée par rapport à comment est-ce que les développeurs ou l'entreprise qui a développé la crypto, est-ce qu'ils peuvent justement juste dumper le coin et faire baisser le cours ou attendre que les gens l'achètent pour faire baisser le cours. Donc, si on regarde ces 5 critères, normalement, on devrait avoir un investissement qui est bon. Alors, stratégie d'investissement, parce qu'il nous reste peu de temps et il faut qu'on parle aussi des pistes potentielles d'une mise à jour de la législation au Maroc. Mais avant, Badr Bellaj, peut-être quelque chose à ajouter ou peut-être des stratégies d'investissement pour réduire le risque. Après ce qu'a cité, bien sûr, notre cher ami Mroul Qais Talha Jbril. Bon, il y a plusieurs stratégies d'investissement comme dans les marchés classiques. Donc, il n'y a pas vraiment de la spécificité dans ce cas pour la crypto-monnaie. Oui, il y a des critères pour évaluer des projets, etc. Mais généralement, il faut quand même partir parce qu'il y a une différence entre investir dans un nouveau projet qui rentre sur scène et des projets qui existent déjà. Donc, les projets qui existent déjà ont été stress testés par le marché, par exemple Bitcoin, Ethereum, etc., pour ne pas faire de la publicité, comparé à d'autres projets qui viennent de rentrer, quelqu'un qui a une idée, qui veut créer un projet. C'est comme par exemple dans le marché, Tesla vient de se lancer et il te dit voilà, je suis en train de lever des fonds, est-ce que tu veux me rejoindre? Donc tu vas faire la due diligence en quelque sorte. C'est vraiment des stratégies classiques. Mais il y a aussi des stratégies, par exemple, ça dépend vraiment de vos plans d'investissement. Est-ce que vous voulez quelque chose de court terme, de long terme, de moyen terme? Alors, très rapidement, pour le cas du Maroc, est-ce qu'il y a des pistes potentielles pour revoir la législation à même d'accompagner ce boom de l'utilisation des transactions en Bitcoin ou en crypto-monnaie au Maroc? Je voudrais juste revenir sur le DCA, le Dollar Cost Averaging, juste pour expliquer aux spectateurs, comme quoi, si vous voulez rentrer dans le marché en soi, il faut avoir une stratégie, comme il a dit Badr, de stablecoins. Ça veut dire que c'est des coins qui ont la valeur du dollar en soi. Et c'est ce qui facilite les échanges. Donc, en gros, quand vous voulez acheter un actif, vous essayez d'acheter une partie à chaque fois qu'il baisse. Comme ça, vous n'êtes pas, comme on dit, all-in d'un coup. Vous essayez justement d'avoir la meilleure moyenne de prix en suivant le cours et essayer d'acheter à chaque fois qu'il descend. Et pareil pour la vente. Il faut vendre à chaque fois que le cours monte. Il ne faut pas essayer d'attendre que, comme on dit dans la crypto, going to the moon. Il ne faut pas attendre que le cours explose. Il faut avoir une stratégie de pouvoir sortir parce que la volatilité est méchante et grave comparée à la bourse, etc. Alors, pour ce qui est du Maroc au niveau de la régulation, moi, je pense que
Il y a plusieurs modèles à suivre. Il y a le modèle, on va dire, salvadorien. Il y a le modèle maintenant. Oui, mais ça, c'est l'extrême. Ça, c'est, on va dire. Qui a adopté, on va le rappeler, qui a adopté l'utilisation oui. des crypto-monnaies. Alors, le Salvador, maintenant, considère que le dollar n'est plus vraiment n'est plus viable pour le pays et que pour pouvoir combattre l'inflation, pour pouvoir avoir une stabilité macroéconomique, qui d'ailleurs l'FMI n'est pas d'accord avec, ils ont adopté le Bitcoin. Alors pour ce qui est de la régulation, c'est très difficile de réguler Bitcoin en soi. Il y a des pays qui ont choisi, comme l'Angleterre, de le taxer sur le profit et de le considérer comme as a security, comme une sorte d'actif et non pas une propriété. Donc en fait, ça dépend du camp que le Maroc va choisir. Moi, à mon avis, on devrait voir le Bitcoin comme une propriété telle qu'on voit l'or et non pas comme un actif boursier ou quoi que ce soit. Que l'État peut taxer. Oui. Parce qu'il y a beaucoup, du coup, de fuites de taxes, d'impôts grâce à tous les bénéfices qui sont engrangés grâce au Bitcoin chez nous. Oui, justement, et parce ça permet le transfert de Bitcoin à travers le monde. Donc, on ne peut pas vraiment suivre ce flux si on essaie de le taxer. Et si on décide de le taxer, on va en fait faire fuir toute l'innovation. On doit protéger le consommateur. Il y a beaucoup de scams, beaucoup de problèmes à ce niveau-là, beaucoup d'entreprises qui voient le jour et qui ressortent. Donc, il faut avoir un cadre légal qui puisse protéger le consommateur. Et l'État. Mais il faudrait aussi le faire d'une façon à ce qu'on ne tue pas la créativité et l'innovation dans ce domaine. Et c'est la seule façon pour le Maroc d'attirer ce genre d'investissement. C'est le cas de, par exemple, Dubaï maintenant qui vient de rendre la monnaie légale. La Malaisie vient de sortir hier. On voit un déclenchement de plein de pays qui rendent le Bitcoin comme un paiement légal. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait s'ouvrir au Bitcoin dans ce sens parce que c'est un moyen sûr de transfert de valeur. Badr Belhaj, un dernier mot là-dessus et sur l'enjeu de blockchain par rapport à notre pays. Est-ce qu'on est en retard et comment rattraper surtout ce retard? Oui, la réglementation, de mon point de vue, c'est quelque chose de nécessaire. Et déjà hier, Tijoueri, le gouverneur de la Banque centrale, et dans sa sortie médiatique, il a dit, voilà, on travaille sur la réglementation de la crypto-monnaie, on est conscient de son importance, etc. C'est-à-dire une sorte de, je vais dire, changement de position qui dit, voilà, qui indique c'est-à-dire l'intérêt qu'ils ressentent pour ces crypto-monnaies. Il a même dit que voilà, ces crypto-monnaies ou ces assets-là, comme ils appellent crypto-actifs, c'est quelque chose qui s'impose et qui va rester avec nous dans le futur. C'est pas quelque chose qu'on va ignorer comme on l'a fait en 2016 ou 2017. Donc, on est conscient que vraiment ces crypto-monnaies, crypto-actifs, c'est quelque chose qui s'impose, qui ne demande pas notre autorisation. C'est-à-dire, c'est des systèmes décentralisés qui opèrent d'une façon autonome. Donc, ils ne vont pas demander une autorisation de notre part. Mais le problème qui va se poser, si on interdit et on ne régule pas, c'est qu'on est en train de créer un marché noir, un marché informel. C'est-à-dire, vous avez cité au début un chiffre, mais qui reste quand même... à vérifier. Oui. À vérifier, mais qui... J'ai cité la source. 0,9 millions, enfin 900 000... Ce que je veux dire, c'est que c'est un chiffre qui est médiocre comparé à d'autres études qui annoncent des chiffres qui sont assez conséquents, assez importants. Quand on parle de chain analysis qui dit que voilà le Maroc, elle est placée le premier en MENA, mais vraiment 24e en transaction internationale et 4e en Afrique, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a une étude qu'on a quand même, personnellement, dans laquelle j'étais impliqué, sur 10 000 Marocains, c'est une étude sur terrain, on a trouvé à peu près 63% qui connaissent ce que c'est les crypto-monnaies et 20% qui détiennent les crypto-monnaies. C'est-à-dire, les études, vraiment, ça donne des chiffres qui sont très importants et que les autorités sont conscientes de ça. Et l'interdiction, au lieu de la réglementation, crée un marché qu'on ne contrôle pas. Donc, il y a fuite des capitaux, fuite de la taxation, etc. Donc, le Maroc, en quelque sorte, elle est perdant. Et les autorités sont conscientes de ça. Quand on dit réglementation, c'est ce qu'on aura besoin vraiment de juste de donner un cadre légal à l'usage de la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie en soi n'est pas sous notre gouvernance. Donc, on donne un cadre légal à l'usage, mais aussi à donner des licences opérationnelles pour les marchés de change de crypto-monnaie. Parce que quand on veut utiliser une crypto-monnaie, l'acheter ou la vendre, on doit passer par une interface, par un intermédiaire. C'est ça. Donc, si on réglemente la situation, donc on peut licencier ces plateformes-là, leur donner des licences, et par conséquent, le Maroc pourra taxer les utilisateurs, pourra
connaître qui utilise les crypto-monnaies, c'est-à-dire Et protéger répondre à- l'utilisateur surtout. Exactement, c'est-à-dire répondre à toutes les craintes qui sont Exact. toujours posées par les autorités. Merci beaucoup, Badr Bellah, Jimrou El-Qais Tal Hajibil. Merci d'avoir enrichi cette discussion sur la crypto-monnaie. Nous allons certainement revenir à la thématique parce qu'elle est d'actualité. C'est ce que nous faisons dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de votre émission Question d'actu. Très bonne soirée.